je me tanne pas. Ça torche. Je fais ça tout l'hiver. Ça va être effrayant sur l'écran géant. Tout l'hiver. Oh, yeah! Oh my God! Je pense que je dormirai pas cette nuit, moi, juste rêver à ça. Ouais. Mais là, là, je passe l'hiver à gosser ça, là. Oh, fais tes intros, Éric. Ah, écoute, deuxième épisode de cette saison morte. C'est drôle parce que là, on n'a comme pas de deadline. Fait qu'on fait ça un peu comme on veut, un peu n'importe comment. Et ça paraît. Hein? on a vu le premier épisode. C'était random en maudit. Mais on va repogner le beat. Là. Ça va revenir. Et encore une fois, si vous l'écoutez en audio, on va essayer d'être plus clair, mais je vous invite à venir voir le vidéo parce que des graphiques de recrutement en audio, ça marche pas. Et ils sont très jolis, les graphiques de temps. Oui, absolument. Comme à l'habitude, avec moi, Tamilia El-Kadi, notre spécialiste statistique, graphisme et représentante de la gente féminine pour pas qu'on ait juste l'air d'une gang de machos. Et la spécialiste en tâches connexes. Et toute autre tâche connexe, évidemment, parce que nous, on ne sait rien faire. François MDM Mathieu, le spécialiste du lag, qui est dans le coin. Mais là, il est rendu filaire, là, on va être correct. Là. Je suis filaire. Avec son gros Internet de schlag. Et dans le coin gauche, non, excusez, c'est droit, hein? Je suis à l'envers. Ouais. Dans le coin droit, portant les culottes bleues, allez lesbleus.ca, M. Sylvain Arbour, bonsoir. Avec l'ancien chandail de LMNOP. Oh yeah. Yeah. Oh oui, LM. Là, le vrai 88. Mais là, on va parler de recrutement et tout ça, mais il y a une chose qu'il faudrait parler. C'est le recrutement, c'est une partie du truc, puis après ça, il y a l'exécution, puis il y a l'entraînement, puis il y a la discipline, mais pouvons-nous espérer la Vanier en 2022? Oh, tabarouette, il part ça là, lui, là? Oui. Parce qu'en 2021, on avait une bonne équipe, on a bien joué, mais je pense qu'il nous manquait un peu de pesage. Oui, mais non, on a l'équipe qu'il faut. Je suis sûr. Mais, tu l'as dit, exécution. Tu sais, sur papier, c'est une chose. Ensuite, il faut que tu gagnes les games. Puis tu as les blessures. La game. Mais, tu as les blessures, mais je croyais qu'on avait une équipe plus forte un peu que ça. Oui, puis tu sais, on se mentira pas. Là, les Carabins étaient plus forts que Saskatchewan. Là. C'était pas... mais le jour du match, en termes d'exécution, combien de points on a laissé sur le terrain? Et l'autre équipe est restée dans le match. Tu sais, c'est le rope-a-dope, là. C'est le boxeur qui est moins bon, mais il entraîne son adversaire. Saskatchewan à Vanier a été, je ne peux pas dire déclassé, là, mais ils ont été battus. Notre gros problème l'année passée, c'est qu'on n'était jamais capable de passer le KO. Le nombre de points qu'on a laissés sur le terrain dans la zone payante, on a couru après. C'est même pas une question de talent ou est-ce qu'on a les éléments pour le faire. La réponse est oui. Mais dans le jeu, est-ce qu'on l'exécute? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on va chercher, comme disait Tam, le KO? L'année passée, on ne l'a pas fait. Est-ce qu'on peut le faire cette année? On va surveiller les KO dans les matchs. La métaphore de boxe qui revient. Ben, si on peut juste faire 40% de touchdown sur le nombre de fois qu'on est en zone payante, on est correct. Ouais, il y a une chose, par exemple, qu'il faut dire, c'est qu'on a terminé le podcast précédent en parlant du recrutement des autres équipes, et ainsi de suite. Mais je crois que la Ligue de football universitaire du Québec, comment elle s'appelle maintenant? RSEQ. Ouais. OK. C'était juste ça qu'on cherchait. La RSEQ, c'est pas une ligue, c'est une patente. Oui, mais c'est ça quand même. C'est ça quand même. Mais je pense qu'elle va être actuellement, ça va être la plus équilibrée qu'on a vue de mémoire de partisans de LFUQ. Moi, je pense qu'on va avoir du très bon spectacle cette année. Moi, je pense que oui. Mais écoute, je suis d'accord avec toi si on se fie au recrutement qui a été fait jusqu'à présent. Mais en même temps, on se disait les 2 premières semaines l'année passée, la parité au Québec, c'est-tu pas merveilleux? C'est ça, ça a duré 2 semaines. Ouais. J'y crois pas plus pour cette année, moi, désolé. Mais l'autre chose aussi, là, c'est que... Non, mais on a fait un pas dans cette direction-là. Puis depuis le temps que je suis le football, là, ça commence comme à la semaine 6. Parce que là, tu commences à tester ta profondeur un peu. Puis ceux qui n'ont pas de profondeur, ça commence à être dur en semaine 6. Hey, c'est pas long, une saison de football universitaire. C'est long sur les articulations, sur le corps. Mais on parle de 2 mois plus les éliminatoires. C'est 8 matchs, ça va vite. Ouais.
Parce Donc, que là, tu sais, on va en parler tantôt, là, mais on l'a parlé lors de la semaine passée, lors du dernier podcast. Et McGill a fait McGill est allé chercher des gros joueurs en offense. Là, ils sont allés chercher Senac qu'on avait recruté et le corps arrière numéro 1 du recrutement, le petit Vanier. Mais la réalité, c'est que pour que ça marche, une offensive, il faut que tu aies une ligne, toute part des gros bonhommes. Puis, à moins qu'on me prouve le contraire, il n'y a pas personne qui va me faire croire que McGill a une ligne offensive qui est digne de ce nom. Fait que présentement, Mais si on parle Régimbal va courir pour sa vie en tabarnouche. Mais bon, on l'a vu l'année passée avec Concordia, leur ligne à l'attaque était coup-ça, mais ils ont frappé fort cette année sur le recrutement, ils sont allés chercher des gros joueurs. Ça va être... Je regardais dans cet ordre d'idée. Je vais vous faire avancer parce que vous êtes en train de parler d'attaque, mes Moses. Ouais, mais je voulais parler de Régimbal, tu sais. Fait quoi, Ah ouais, OK. Ben, on va y revenir à un moment donné. Peut-être pas aujourd'hui. Parce que là, on va aller parler de défensive. On s'est amusé avec l'attaque. C'est sexy, l'attaque. Mais qu'est-ce qui gagne des championnats? La défensive. Absolument. Non, je m'attendais à une petite chorale pour me répondre. Vous n'avez pas embarqué, mais OK, all right. On s'était dit entre les deux émissions, là, il ne faut pas se parler les uns par-dessus les autres. Là, vous avez trop bien écouté. C'est ça qui est arrivé. Mais la réalité, si on revient à la défensive, là, c'est que la défensive n'a jamais été une problématique. Là. Puis même l'année passée, où on regardait nos joueurs là, qui étaient là, puis on se disait, Sumo, je ne connais pas un chat à part le mur cardinal. Puis tabarnouche, la défensive de la moustache a été extraordinaire. T'sais. Mais l'année passée, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a passé l'année avec 6 demi-défensifs à tous les games. Là. Puis des fois, je pense qu'on descendait à 5. Là. Ouais, mais oui, on parlait du français Villemur lors du dernier épisode. Je vous rappelle qu'ils l'ont habillé comme des billes à un moment donné parce qu'il nous en manquait. Mais tu sais, à aucun moment, je vous le rappelle, à aucun moment, le jeu aérien des autres équipes a même été proche d'une traversée. Fait que cette année, avec l'expérience des recrues des 2 dernières années, on n'a pas perdu tant de gros joueurs que ça. On a perdu Maconzo, oui, mais on a quand même des joueurs qui vont prendre la place. Sans farce, je m'inquiète tellement pas sur ce côté-là. Là, c'est impressionnant. On a été chercher ligne défensive, on a Mutombo et Dion Bélanger, qui sont les 2 étoilés qui nous rejoignent, avec Miguel Higot. J'ai-tu dit comme faux? J'ai dit comme faux. Et Nassar. Miguel Higot, il doit aller prendre un verre au Lions Pub à Lennox. Bishops. À Lennox. Il vient de l'Outaouais, lui. C'est plus Gatineau d'abord. Mutombo a le physique le plus footballeur du recrutement. C'est un physique. Ce gars-là va... Les recruteurs vont le suivre. Les recruteurs CFL vont le suivre de bonne heure. Dion Bélanger, ça vient de quel coin, ça, des 2? Édouard Montpetit. C'est un étoile de Division 2, Édouard Montpetit. C'est un bon bonhomme. Là. C'est un gros là, c'est un gros et grand. Ben, il n'est pas si grand que ça. C'est 6'3", là. C'est pas si grand que ça. Mais c'est une belle brute. Là. C'est relatif, qui va jouer là, comme ailier défensif là, avec un bon pas. Fait que, lui, on va l'aimer. Là. Moi, ça fait notre 3e qu'on va chercher. Ouais. Mais tu sais, avec le type de défensif qu'on a, parce qu'on a Tommy Mercier, là, il est dans le même mood que Tommy Mercier, là, dans les faits. Mais un qu'on n'a pas vu l'année passée, c'est le Dubois, docteur d'également d'Édouard Montpetit. Là. Charles quelque chose Dubois. Bonne attitude, c'est vrai, ça. Charles David. Charles David. J'ai vu un patente sur Facebook. Il a gagné. Il y a un trophée à Édouard qui était nommé en son nom. Ça, dans la remise de trophées qui ont lieu au mois de novembre. Là, comme joueur exceptionnel ou je ne sais pas quoi. Là. Parce que lui, il a réussi au football et dans ses études. Là, il est rentré en médecine quand même. Bravo. Ramène-nous donc un peu, Tam. On va regarder demi-défensif et les secondaires. Demi-défensif, Roy, Racine, Charlie. Bérubé, Goudreau, Legault, Gauthier. Est-ce qu'il y en a qui ressortent pour vous dans ce groupe? Moi, je ne les connais pas. Aucun. Je ne les connais pas, hein, ceux-là. J'ai pas fait mes devoirs en demi-défensif. OK, moi secondaire. Bouliane, Elchal, Leduc et Charles Dumont. On a Bouliane, qui est un étoilé Division 1, et Leduc des 2. Le Bouliane, c'est un code classique de
Collège Notre-Dame, superstar, qui a été agressé. Superstar. Fait que là, Ouais, c'est ça. c'est de la bonne lignée, là. Comme... C'est de la Il est dans le filière pipeline. naturelle. Il a été dans le pipeline. Perry, mettons, là. Celui qui pourrait causer des surprises, je pense que c'est celui qui vient de Notre-Dame de Foix. Là. Je pense qu'il n'a pas joué l'année passée ou quelque chose de même. Là. Pas l'année passée, mais il a joué juste l'année passée ou quelque chose de même. Mais lui, c'est Mohamed El Chal. Ouais, il est à surveiller, lui. Ouais, lui, il serait à surveiller, mais je dois avouer, moi, il n'y en a pas beaucoup que je connais là-dedans. Les noms me disent rien, mais mes connaissances en défensive collégiale cette année est assez moche. La pandémie a fait mal. Tabarouette, pas à peu près, hein? On dirait qu'on Puis a. l'autre va affaire, savoir, là. l'autre affaire, c'est qu'on va se le dire, c'est quand les Carabins gagnent, on suit moins le collégial. Là. C'est ça. Oui, on est plus occupés. On est plus Ça jouait souvent en même temps aussi, là. Fait que c'était Ouais, plus tu difficile sais, à on est allé voir une fois de temps en temps du collégial, là, mais pas tant que ça, là. Puis on les a moins suivis, là, en tout cas. Je dois avouer qu'on. Bon, mais bon, des secondaires, là, de toute façon, on avait quand même, tu sais, on n'a pas 1000, là, mais on a quand même de la bonne chair à secondaire. Là, tu sais. Puis on a recruté un botteur aussi, qui a été étoilé. Une chance parce qu'il nous en reste Ilias Benadi. Fait qu'on va avoir deux Mais les batteurs, on sait que Denis Boisclair les voit depuis qu'ils ont 12 ans. Fait que... Oui, c'est ça. Il les suit de loin. Oui, il suit longtemps et de loin. Il y a des moi, quatre je m'attends à batteurs, ce qu'il fasse les placements cette année, là, puis que ça soit peut-être Boyer qui fasse les. Boyer, on l'avait vu un petit peu à la fin de l'année, ça se peut-tu, ça? Ouais. Mais au collégial, Boyer, il était correct, ses placements, mais c'était plus sur la défense. Un batteur de puissance, un batteur de dégagement. Ouais, mais tu vois, son coach, je te dirais que c'est peut-être un des plus beaux qu'il a vu. Là. Il me semble qu'il m'a dit ça. 2 ans de pandémie, tu peux améliorer ton bottin. Ouais, Denis m'avait dit. Denis m'avait dit de ne pas stresser quand j'y avais dit hey, tous les batteurs s'en vont. Il dit stresse pas. On a de la belle recrue en arrière, puis la relève qui est là. Il ne stresse pas partout avec ça. Là. Mais tu sais, ça fait du monde, là, les demi-défensifs. Donc, ça nous donnerait une ligne défensive. Il y a du monde en demi-défensive. Mettons qu'on commence par la ligne. On a Mercier, Frontenard, Fortin. T'as Ojo qui était pas pire aussi. Fontenard, Mercier, c'est des starters, ça. Tu peux pas faire Ben oui. Même Fortin, là, on l'a vu souvent. Ojo, on l'avait vu un peu. Maisonneuve, il devrait être une belle grosse brute aussi. Puis, tu sais, là-dessus, il y en a d'autres, là. Tu sais, le Ryan Beckway, en tout cas, je ne me souviens pas de c'est quoi, là, qui est en noir en plein milieu, là. Lui, là, c'était un gars qui venait de Vanier. C'était une espèce de espèce de grosse brute, là. Puis, malheureusement, il avait été, tu sais, les académiques qui l'avaient ralenti à sa première année. Puis après, ben, c'est comme s'il n'avait jamais réussi à prendre sa place, mais lui, il avait un potentiel immense, là, tu sais, mais il y en a une couple, là, je pense qu'on a, je les connais moins, là, mais tu sais, Dubois, ça, c'était supposé être là, mais Maisonneuve, là, c'est un gros bonhomme, là, sérieusement un gros bonhomme, là. On l'a vu, il a joué. Parr, quelques matchs, Parr, il devrait, tu sais, j'ai l'impression que Parr va peut-être faire comme Carl, Colin, pourquoi je me souviens plus de son nom? Notre ancien centre, là. Prévost? Il va me détester, est-ce que le nombre de fois que je prends un verre avec lui. Prévost, tu sais, là, qui était un peu sorti de nulle part après ses 3 premières années. Il n'était pas le plus gros, il n'était pas le plus habile. Puis, il avait justement pris de la maturité, de la masse. Puis les 2 dernières années, il était devenu la force tranquille de cette ligne-là. J'ai l'impression que Parr pourrait être ça aussi. Mais oubliez pas que... C'est ça qui a joué tous les matchs aussi l'année dernière. Oubliez pas que les 2 jaunes en haut sont pratiquement starters s'ils reviennent. Là. Ah ben Cédric, il ne revient pas, ça, c'est sûr. Ah, il ne revient pas, Cédric? Non, c'est sûr, il ne revient pas. Cédric Mignot, OK. Demi-défensif, encore une fois, pas tant de départ que ça. Copeland est encore là. Lagacé, Saint-Cyr. West Bowl. Lagacé, Saint-Cyr, Boucher. Lagacé aussi. Lagacé, Saint-Cyr, s'en va West Bowl. C'est des noms qu'on connaît. Fait qu'en termes de gens qui reviennent pour la défensive. Ben, il a bien fait l'année dernière. Ouais, c'est OG qui va. Là, il va falloir déterminer. Moi, ma préoccupation, c'est qui va prendre la place de Maconzo. Je pense qu'on avait recruté. Il y a un demi-défensif qu'on a recruté qui est
qui est Un safety naturel. Ouais, mais je me souviens pas c'est lequel. On en avait parlé qu'on l'avait. Pas le goût. Mais ça se pourrait que ce soit ça. On a fait mal fait nos devoirs. Ouais, là, j'ai vraiment mal fait mes devoirs. Le goût, ouais. On a trouvé l'angle mort de notre podcast, c'était les demi-défensifs. Ah, Donc, ouais. on va y revenir. mais il y avait du bon, ouais, c'est ça. L'année passée, là, même s'ils ont tous été blessés, tu sais, Biandé, c'était pas pire. Ils ont tous été bons. Lagacé c'était une étoile. Là. Il n'y a rien à dire contre Lagacé. Saint-Cyr, à sa première année, c'est sa deuxième année, mais sa première année comme starter. Oubliez ça, il a été dominant. Ben, Red Copeland, depuis qu'il est parti. Les deux corners qu'on va avoir, Saint-Cyr et Copeland comme corner, là. C'est assez important. Là, là je vois les autres, mais c'est des noms qui me disent malheureusement rien. Là, mes secondaires, c'est pas secondaire, mais demi-défensifs, c'est souvent ça. Là, c'est comme la chair à saucisse en arrière, c'est comme des receveurs. Là, il y en a trop, on les oublie. Ouais, c'est un peu comme des running backs, ça t'en prend beaucoup. Ouais. Secondaire, ben, on a Charpentier qui est encore là, Broderick qui est encore là. Farinaccio. Nicky Dubois, tu sais, ça, c'est des valeurs. L'essor devrait voir plus de terrain cette année. Il y a du monde là. Ah oui, mais là, arrêtez. Parler du Messi. Lequel? Le Messiah. Le Messian. Oui. Messian. Non, c'est ça. On l'attendait l'année passée, mais puis l'autre chose, c'est que pour une recrue, plus l'année avançait, plus il était dans le Kodak. Tu voyais qu'il était beau, il faisait des beaux jeux au début, mais on ne le voyait pas tant que ça. À la fin, on le voyait tout le temps. Ah non, il y a du... on va voir de la rotation puis de la créativité. C'est beaucoup les mêmes visages, l'expérience en plus, là, ça va être très intéressant. Avec un peu de coach Touchette là-dedans. Là. Parce que, tu sais, là, le Germain, là, Pierre-Gabriel Germain, là, lui, c'était supposé d'être. Tu sais, c'est lui qui prenait la place au centre. Là. C'était lui qui avait la place, qui avait le poste de secondaire au centre. Puis, tu sais, les blessures ont fait qu'il n'a pas été là. Mais tu sais, il y a tellement de gros joueurs à côté de lui. Tu sais, Nicky, tabarnouche, c'est immense. Là. Il y a eu une saison d'enfer. Là. Fait que, puis, Philippe Lavoie, qui est excellent aussi. Tu sais, je ne sais pas. Le Charpentier, là, à un moment donné. Le Charpentier, là, ses teams, c'est tellement une bête, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Il est punitif. C'est ça. Donc, puis là, on ne parle même pas de ceux qui ont été recrutés. Là, Xavier Brault, là, c'est une grosse brute aussi. En tout cas, ça fait plusieurs grosses affaires. Là, je veux juste donner un shout-out à Keyshawn Bradley. C'est tellement un nom cool. Charles Dumont. Puis, tu sais, on a parlé de Bouliane, mais ce gars-là, il faut qu'il soit habillé. Là. Il faut qu'il soit d'un 48. Là. Il va jouer d'un team. Ça va être des choix déchirants à un moment donné parce que là, il y a beaucoup de monde pour pas beaucoup de chaises. Ça va être satisfaire tout le monde qui va être la clé aussi. Là. C'est de garder cette harmonie-là et cet esprit de famille-là aussi. Oui. L'année passée, on l'a bien fait avec un bon roulement. Là. Mais... Puis, comme on disait, quand tu gagnes, c'est tellement plus facile de rendre tout le monde heureux. Ça, c'est vrai. Il y a ça aussi. All right. Prochaine slide. Donc, un petit survol du reste du Québec. Les chiffres ressemblent un peu à ce qu'on a vu en attaque. Un peu? 16, 18, 13. Un petit peu plus bas pour Concordia. D'habitude, il y a des plus gros chiffres. Mais, encore une fois, ce qui détonne, le 8 de Laval, qui est plus bas que tout le monde, encore une fois. Alors qu'eux, d'habitude, qui avaient le premier choix, j'imagine que ça doit ressembler à ce qui s'est passé dans l'autre cas. Laval a eu plusieurs pertes en défensive. On ne fera pas leur... Puis là, probablement qu'ils visaient des joueurs qui ont juste tout simplement décidé d'aller ailleurs et puis ils sont retrouvés le bec à l'eau. Pas de partenaire de danse à 3 h du matin, c'est ça qui arrive. Il y avait moins de finissants aussi dans la cohorte de Laval cette année aussi. Non? Mais la raison officielle de Laval, c'est qu'il y a eu tellement des bons recrutements en 2021 qu'ils voulaient laisser de la place ouverte pour que ces joueurs-là puissent s'épanouir. Ça, c'est la raison de Laval ou la raison des supporters de Laval? C'est la raison de Laval. C'était marqué dans le... De Laval. Parce que le cap de joueurs va diminuer aussi l'année prochaine pour baisser à 90. Fait que ça va être de la gestion de... Ils avaient peut-être moins de besoins ou moins d'espace. Ce que je trouve très drôle, c'est quand on avait commencé dans le début du recrutement, quand on s'était
quand Laval commençait à rien recruter. C'est l'excuse. Je vous avais dit à un moment donné, checkez bien ça, ils vont réussir à trouver le moyen de rendre ça positif, puis de dire que c'est eux autres qui ont la solution ultime, que c'est les autres qui recrutent, que c'est des épées en disant, nous autres, on a tellement de bons joueurs qu'on veut pas en rajouter d'autres. Ils ne se sont jamais gênés pour recruter les meilleurs. Puis, tu sais, nous autres, on l'a fait aussi il y a des années là, où on s'est ramassé avec pratiquement pas de recrues. Là. Quand Danny a décidé qu'il ne se tentait plus de coacher, là, bon, ben, quand ça valsait, je pars, je reviens. C'est ça. On a ça a valsé 4 ans. Là, ouais. Bon, il y a eu des années où on n'a pas eu de recrues. Là. Bon, ben, avec les missing in action, les blessés, n'importe quoi. Il y a eu des années où on se ramassait avec aucun maudit joueur. On avait des blessés. Regardez cette année là, au East-West Ball, puis les recrues. Mettons, là, regardez juste qui sont les prospects des Carabins pour le repêchage. C'est pas un gros char, là, malheureusement. Là, il n'y a pas beaucoup d'appelés. Donc, tu sais, quand tu regardes ça, là, ça, c'est des années creuses de recrutement. C'est plate à dire, là, mais en pensant qu'on a tellement eu des bons recrutements des 2 dernières années qu'on peut se permettre de pas recruter, ça finit par rattraper ça. Moi, vous dire, depuis le temps que je suis le football universitaire, là, le recrutement, là, il faut que tu ailles chercher 1 ou 2 bons joueurs à chaque poste clé, là, secondaire, ligne défensive, ligne offensive, à chaque année. Parce que tu veux avoir des vétérans qui montent aux jeunes, puis ton jeune devient vétéran en année 3. Là. Ça va vite au football universitaire. Là. Fait il faut que ça soit une roue. Si tu as un trou pendant 2 ans sur ta ligne offensive, ben tu vas payer pour. Là. Exactement. Alors, il y a plusieurs années, on avait eu une discussion là, sur aller les Bleus, justement, en se posant la question, qu'est-ce qu'un bon recrutement? Est-ce que tu es mieux de recruter selon tes besoins, seulement selon tes besoins, ou tu es mieux d'aller chercher tous les meilleurs joueurs disponibles? Puis moi, j'en étais venu à la conclusion que tu es mieux de ramasser tous les meilleurs joueurs disponibles parce que tu ne sais jamais de toute façon, ce qui peut arriver, les blessures, c'est trop aléatoire. Tu ne peux pas prévoir une blessure. Tu ne peux pas prévoir un gars qui va sacrer son camp. Tu ne peux pas prévoir une dépression. Tu ne peux pas prévoir une COVID. Donc, tu es mieux d'avoir plus de bons joueurs parce que ce qui a fait la force de Laval pendant des années, qui font la force des Carabins maintenant, c'est que justement, la personne qui prend la place est aussi forte que le joueur. Tu sais. Donc, c'est parce qu'on a eu des gros recrutements. Donc, tu ne peux pas juste te dire, bon, ben, cette année, je peux me permettre de me la couler douce. Ça finit par te rattraper. C'est plate, là, mais. Si on revient aux autres équipes, parce que c'est sur le sujet. Ben, t'as Ben Labrosse qui a décidé de revenir au Québec et de s'aligner avec McGill. C'est probablement. Gros coup. Ça va être le joueur. Lui, c'était juste pour l'histoire. Syracuse. Moi, je suis pas au courant. Syracuse. Il a fait 2 Orange ans. Syracuse. Ouais. Il a commencé l'année passée, au bout de 2-3 matchs, il est parti. Ouais. Okay. Ça n'a jamais été trop clairement expliqué pourquoi. Syracuse, il y a trois Québécois qui sont partis l'année passée, qui sont rentrés au cours de la saison. Là, il reste juste, c'est quoi son nom? Mathieu Bergeron. Exactement, qui est resté. Les 3 autres sont partis en cours de saison. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais il doit y avoir quelque chose. Mais les games contre McGill, on va surveiller la brosse. Ça va être un joueur. Il va être tough. Comme Sénac et Altidore vont être dominants aussi. Ils dominaient l'année passée. Ils ont 3-4 diamants, eux autres, là, sur. Mais ce qui est le fun, c'est que le Québec se ramasse avec des immenses gros joueurs. Tu as Mittal avec Laval, là, qui est une superstar. Tu as Labrosse, tu as Sénac qui est une superstar aussi, avec nous autres, puis Sénécal. Tu te retrouves à chaque équipe. Mais l'autre chose. Il y a un point, Frank, là-dedans. C'est amené aussi parce que le réservoir NCAA s'est fermé pas mal avec la COVID. Oui, c'est sûr. On va y venir plus tard. Là, mais... Ouais, je savais que ça s'en venait, là, mais c'est ça pareil. Il a fait sa transition un peu vite, c'est juste ça. Hey, moi, je veux savoir, Morissette x2, c'est-tu parce qu'ils en ont recruté 2, ça? Oui, les 2 frères Morissette de Montmorency. Ouais, puis ils sont très bons. Concordia qui recrute 2 secondaires. 2 frères. Ben, Samuel est l'étoilé des 2. Là. Ils sont allés frapper fort à Montmorency. Ils ont recruté 3-4 joueurs clés à Montmorency en défense. Qui sont habituellement notre chasse gardée. Là. Notre pipeline, exactement. Ouais. On va se le dire. Concordia, on en a parlé lors du dernier podcast. Concordia a un très beau recrutement. Ils continuent sur leur lancée des dernières années, là, l'arrivée de Collinson, de Brad Collinson, c'est ça, hein? Collinson.
Il y a Collinson, mais oublie pas Alex Surprenant qui fait toute une job. Non, Alex Surprenant aussi qui fait une maudite bonne job. Tout le nouveau coaching staff, c'est vraiment, vraiment excellent. Ça va mettre du challenge sur position 2-3, 1-2-3 l'année prochaine, ça. Ouais. Good. Mais ils vont avoir des surprises. Tam qui nous a fait une job de statisticienne, statistique avancée rendue là, mais juste pour. Je pense pas qu'on Je vous montrerai pas mes tableaux, là, mais ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Les bases de données des 5 dernières années, ça s'intense. Mais on voit rapidement là, si les étoiles sont indicatives de quoi que ce soit. On voit que les Carabins ont eu un très bon recrutement et qu'ils ont principalement recruté dans leur cours, là, parce qu'on. Ouais, mais. Montréal et. Regarde celle-là, Eric. Sur nos 14 étoilés, on a 7 qui proviennent de Division 1. La deuxième Alors équipe. que dans le passé, c'est souvent des divisions 2, 3, nos étoilés. Oui. Ouais, mais mon point, c'est comparé aux autres équipes, il y a juste McGill qui en a 3. Les autres, c'est 0-1, 0-1. Ouais. C'est impressionnant. Impressionnant. Oui, c'est un travail colossal de recrutement. Le recrutement de Montréal est ahurissant. On va se le dire, la performance de l'an passé, mais surtout l'arrivée de Marco paraît. Là. On le savait que Marco, c'était un recruteur d'enfer. On le savait que quand on l'avait perdu, quand il avait quitté pour s'en aller à Grasset, puis en même temps, on a perdu Polo aussi. On perdait nos deux gros recruteurs. Le retour de Marco, ça paraît. Ouais, mais Marco avait un addon aussi, c'est qu'il était coach. Là, je dis quelque chose d'à peu près. Là. Il était coach des U18 en 2018. Fait que il connaissait tous les recrutés parce qu'ils avaient tous coaché. Fait qu'il était comme un peu celui qui avait le pied dans la place. Là. Je vous en lance une. Le groupe de coachs de Concordia qui sont des anciens de Laval, qui commencent de plus en plus à piger dans le cours de Laval. C'est peut-être eux qui étaient bons en recrutement, puis c'est peut-être ça qui fait mal à Laval depuis qu'ils sont partis. C'est 6 gars de Québec qui... 6 gars de Québec qui descendent la 40, en tout cas. Ça, c'est pour cette année. Mais moi, ma raison pour laquelle je crois que Laval a eu le pire recrutement de la RSEQ, c'est juste parce qu'ils ont travaillé moins fort. Là. Ça peut pas être d'autres raisons que ça. Là. Ouais, Glenn, hein, on l'a pas senti. Puis, tu sais, Glenn est un bonhomme que j'aime bien, là, comme personne. Là, je le trouve drôle, là, mais tu sais, on va se le dire, il n'y avait pas de l'air dans sa soupe l'année passée. Il a de l'air à prendre ça easy. Il a de l'air tanné. Tu sais. Puis je le sais. La Dunsmore, là, c'était. Je l'ai jamais vu comme ça. Ouais, puis il y a de quoi. Il y a des échos qu'on entend de l'autre bord de la 20, là, d'insatisfaction parmi les joueurs, d'insatisfaction auprès des parents. Puis, il y a eu aussi, je ne sais pas si c'est l'arrivée de 2 cohortes en même temps qui n'ont pas encore eu le temps de rentrer dans le moule, mais les 2 cohortes ont comme brisé le moule normalement de Laval. Puis on dirait que le modèle Laval a été brisé l'année passée. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça se reflète dans le recrutement. C'est pas le changement d'avoir mis Mathieu Bertrand comme recruteur là, à la dernière minute là, qui va changer quoi que ce soit. Mais le recrutement, ça part d'un camp de printemps qui s'en vient. Là. Ça part pas 2 semaines avant que le gars signe. 3 ans d'avance. Mais on revient là, parce que tu as fait une maudite belle job. Tam, là, Montréal a recruté 23 joueurs de la région. Vous vous souvenez des grosses années, là, même après qu'on ait gagné la Vanier, même après qu'on ait gagné la deuxième Dunsmore, on disait toujours le nerf de la guerre, c'est de garder les joueurs de leur région. Puis Québec avait toujours été bon là-dedans, de garder les joueurs de Québec, mais en plus de venir nous voler nos joueurs, venir nous voler nos bons joueurs du Vieux-Montréal, les bons joueurs de Vanier, puis les bons joueurs de Grasset. Cette année, c'est pas arrivé. C'est pas compliqué. Laval n'a rien recruté, bordel. Ils se sont fait damer le pion en plus dans leur chasse gardée qui était les O-line par Concordia et par Montréal. Il y a vraiment quelque chose. Un petit tableau comparatif, Tam? Ouais, mais sur Twitter, il y a la question qui revenait souvent. Hey, y a-t-il plus de joueurs québécois qui quittent le Québec? Fait que je me suis attardée à la question, puis j'ai sorti les chiffres. Sur les 5 dernières années, donc depuis le départ de Bishop pour l'Atlantique. On voit, c'est pas mal stable sur notre bassin de joueurs. Non, c'est ça. C'est les mêmes chiffres. Là. Ouais, ben c'est un petit marginal. Cette année, on voit une résurrection
en Ontario des joueurs du Québec un peu, mais autre Ouais. ça, c'est stable. Là. Mais cette année, ce qui a fait péter la cloche, c'est les recrutements de autant des GGs que des Ravens. Là. Les Surtout deux les équipes GGs, d'Ottawa, là. les deux équipes d'Ottawa étaient. Sur le 16%, il doit y avoir 14% de ces deux équipes-là. Il y a deux joueurs à York, je pense. Il n'y en a pas un qui est à Western aussi, je pense qu'il y a un gars de Oui, il y en a Québec deux à Western, deux à York. Non, Une grosse c'est partie de vrai, l'Atlantique, ouais. c'est Bishop essentiellement. Là. Dans le fond, les chiffres qui. C'est Ah juste. oui. C'est 98% c'est Bishop. Absolument. Puis Bishop, on parlait de l'autre bord de la frontière. On voit que les chiffres avec la COVID, ça a fondu. Là. Ouais. Ça, les joueurs qui vont de l'autre bord, c'est tous des blue chips, là, on va se le dire. Absolument. Ben oui, non, tu vas pas. Puis ils jouent de moins en moins au collégial à Montréal, puis ils vont directement là-bas là, maintenant. Là, c'est ça inclut juste ceux qui ont joué collégial puis qui ont décidé de bouger après. Ouais, il y en a qui qui décident de partir finissent, après leur high school. Ouais, ils finissent le secondaire, font un Ouais, junior college, puis envoient let's go dans NCAA. Puis, mais là, il y a quand même les départs vers l'Ontario augmentent. Hein, là, en 2020, 8%, 8%, puis là, c'est 13, 16, ça remonte à. Ben, la moyenne est autour de 10-12. Ouais. Tu as eu le creux en 2020 à cause du confinement. Mais à quelque part, si tu prends les statistiques et les vases communicants, Laval, avec son mauvais recrutement, on dirait que l'overflow a été. Ouais, ben, on va le voir. L'autre question qui revenait souvent sur Twitter, c'est coudon, les jeunes qui sont de la région de Québec, qui restent pas à Québec cette année. Comme ce que je disais par rapport à Montréal. Oh putain! Ouais, c'est ça. Ça c'est. Il y a quelque chose frappant, de là, bizarre qui s'est passé. Là. 7,5! Ouais, moi, c'est exactement. le 32,5 qui m'a frappé le plus là, de l'Ontario. Fait que le transfert, c'est vraiment exécuté de Laval à l'Ontario. Ah ben, en fait, à Ottawa puis Carleton. Ottawa-Carleton, effectivement. Là, moi, je pose la question. Fait que là, pour résumer ton graphique, il y a autant de joueurs de Québec qui ont été avec les Carabins qui ont été avec le Rouge et Or. Statistiquement, oui. Cette année, oui. Je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais on va le dire. Mais regardez ça les années passées, 42, 45, 37, 30, 38 pour Laval, tombe à 7. Notre meilleure année à vie dans cette plage-là, notre meilleure année, c'était à 6 recrutés de la région de Québec. Mais en moyenne, avec les Carabins, c'est autour de 2. Là. On a 2 par année là, qui 2, 3, dépendamment des années. Ouais, 2, 3 qui décident de franchir le pas. Là, on va poser la question. Attends, moi, je veux la poser la question. Là. C'est-tu là, le 32,5 pour l'Ontario? Là? Ça arrivait souvent là, que des joueurs décident d'aller en Ontario parce qu'ils n'avaient pas leur diplôme, ils n'avaient pas fini le cégep, puis que tu peux t'en aller à l'université en Ontario sans avoir ton diplôme ici. Est-ce que, suite à la COVID, suite aux dernières années, est-ce que c'est man-là qui s'en va en Ontario, c'est essentiellement des joueurs qui n'ont pas réussi à compléter leurs études collégiales. Tu sais, c'est du monde de Limoilou, c'est du monde de Lévis. Le chiffre est trop gros, François. Le chiffre est trop gros. Immense, c'est trop gros. Ça peut pas être juste ça. Tu pourrais dire. Il doit avoir un pourcentage, peut-être. Un ou deux joueurs, peut-être. Puis là, tu sais, je veux pas présumer que il y a beaucoup de joueurs qui changent leur choix parce que normalement, pour des raisons académiques, mais normalement, je te dirais qu'il y en a peut-être 3 ou 4 par année qui décident d'aller en Ontario à cause de ça. Sur toute la ligue. Sur toute la ligue, oui, c'est ça. Pas juste des jeunes de la région de Québec. Là, on peut peut-être monter à 10 avec les problèmes académiques dus à la pandémie, peut-être. Là. Mais je sais pas. Non, je suis pas prêt à dire ça. Il y a vraiment un shift qui s'est opéré. Puis, pour une raison ou une autre, il y a une partie de la clientèle qui s'est relocalisée vers Ottawa et Carleton. Je ne sais pas ce qu'eux ont fait de différent en recrutement. Mais ils ont des coachs québécois aussi. Polo. Ça aide, non, c'est ça. Est-ce que ce n'est que ça? Ça aide sur le recrutement. Mais... Polo est une machine de guerre, le recrutement. Là, donc, mais n'oubliez pas que dans le recrutement, il y a comme des vagues. Là. Ton coéquipier avec qui tu joues depuis 3 ans, il décide d'aller, il s'est fait chanter la sirène par Polo, puis il dit c'est un beau projet, Polo, puis là, il y a ses points de vente, puis ils écoutent d'une façon différente, puis ils se laissent convaincre. Au lieu d'être tout seul qui va quelque part, il va avec son chum, puis c'est une autre expérience. C'est le point de vente on sort du Québec, puis de Montréal-Québec. Ça ne compte pas 3 fois la même équipe dans une saison.
Non, c'est intéressant. Là. Puis Ottawa est intéressant. T'es à 2 heures de la maison, 2-3 heures de la maison. C'est le même Ottawa, trajet c'est pas que d'aller loin, à là. Québec. Ouais, c'est ça. C'est pas loin de Montréal, mais de Québec, c'est quand même pas. Ouais, Québec, c'est une petite ride, mais en même temps, C'est 5 heures. Mais c'est tu pas- as le défaut des universités ontariennes que ça coûte plus cher pas mal. Là. Chris, oui. C'est le double. Ouais, c'est ça. Je connais pas assez le système pour te dire. C'est à peu près le double, puis les bourses académiques sont limitées à 5 000 $. Fait qu'il y a quand même un manque à gagner. Là. Il y a un manque à gagner, plus tes frais d'hébergement, parce que tout le monde qui va en Ontario est obligé de payer son loyer. Puis, fait que c'est un peu plus la cher. même chose pour nos joueurs ici qui décident de sortir de leur région natale. Ouais. Mais bon côté, super tranquille Ottawa le soir. Ça, tu peux dormir, là, il n'y a aucun problème. Quand il n'y a pas de camionneur. Quand il n'y a pas de camionneur, je me suis rendu compte de ma niaiserie en le disant. Mais autrement, ça, tu as raison que c'est assez tranquille. À Bishop, quand ils mettent le sofa en feu au coin de la rue, oui, ça jazz un peu. Ils n'ont pas de luminaire, eux autres. Ils ont du mobilier enflammé. En feu. Mais ce qui est intéressant par rapport aux joueurs de la région de Québec, c'est qu'on le voit depuis l'arrivée, en fait, des deux coachs, les deux anciens de Laval à Concordia. C'est passé de pas personne à 2% à, là, on est rendu à une moyenne autour de 13-14%. Ouais, mais n'oubliez pas aussi le contact des coachs avec les autres coachs. Exactement. Ça aide aussi. Là. Les coachs de collégial, les coachs universitaires. C'est qui tes bons joueurs? Vendre plus de points, plus de... Moi, perso, j'aime bien Concordia. J'aime bien où ils s'en vont, puis comment ils ont fait leur recrutement, puis la profondeur qu'ils devraient avoir cette année. Good. Ça pourrait être une surprise. All right. Fait que ça rappe pas mal notre tour d'horizon du recrutement de cet hiver. Là, on va attendre impatiemment le camp de printemps pour voir qui, effectivement, est un no-show, un missing in action. La prochaine discussion qu'il va falloir avoir, et on l'aura dans le prochain podcast, dans la prochaine édition, c'est les changements d'un coach de Carabin. Voir qui est là. Oui, parce qu'on a le départ de Calvillo, on a le départ de Hogan, le départ de Boucher. Donc, tu sais, ça commence à paraître là. Donc, il va falloir se poser la question si ça aura un impact. Good. Bon, ben, on va regarder ça attentivement, puis on pourra se reparler au courant de l'été s'il y a d'autres nouvelles. Après le camp de printemps, on devra avoir une bonne idée de qui va être là, qui ne sera pas là sur le terrain. Absolument. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait le tour de du recrutement de cette année. Comme je disais, on va se faire d'autres épisodes ponctuellement là, pour parler des nouvelles au fur et à mesure qu'elles se présentent. Si vous voulez devenir membre des Montagnards, l'inscription est encore à 20 $. La totalité de la somme est remise au fonds de bourse des Montagnards qui supportent financièrement 2 étudiants athlètes des Carabins depuis maintenant 4 ans. Pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, @Montagnards Montréal, sur YouTube, Les Montagnards Montréal. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast était présenté par Service Pelletier-Gosselin, la solution pour tous vos services d'association. Allez consulter leurs médias sociaux et leur site web pour en apprendre plus sur leurs services. Merci beaucoup et à la prochaine.